Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. La visite de Bernard Cazeneuve à N'Djamena. Le Premier ministre français est venu apporter son soutien au Tchad, allié majeur dans la lutte contre le terrorisme. Il faut se préparer à une guerre longue, prévient Bernard Cazeneuve, qui est allé à la rencontre des soldats de la force Barkhane. Nous vous parlerons aussi de cette guerre silencieuse au Mozambique. Malgré un cessez-le-feu en 2014, les hostilités ont repris entre la RENAMO, la résistance nationale mozambicaine, et le gouvernement dirigé par le Front de libération du Mozambique. Dans le centre du pays, vous le verrez, les déplacés se comptent par milliers. Et puis nous irons en Éthiopie. Depuis une décennie, les entreprises chinoises investissent massivement dans tous les secteurs de l'économie, agroalimentaire, secteur automobile, mais aussi construction du tramway d'Addis Abeba. Reportage dans ce journal. La lutte contre le terrorisme était donc au cœur de la visite de Bernard Cazeneuve au Tchad. C'est là qu'est stationné l'un des contingents de la force Barkhane. Le Premier ministre français, accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ont été reçus par le président Idriss Déby. Le Tchad est un allié stratégique, mais il fait face à une grave crise économique. Le Premier ministre a assuré de l'aide de la France dans le domaine de la défense, mais aussi sur le plan financier. Les détails de Salima Belhadj. Un premier déplacement à objectifs multiples. Bernard Cazeneuve a d'abord exprimé au président tchadien Idriss Déby le soutien de la France à son pays dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad est en effet pris en étau entre les djihadistes du Mali et les incursions du groupe nigérian Boko Haram. Et le Premier ministre français l'a souligné lors de sa visite, la guerre contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Au Tchad, nous avons un partenariat ancien, confiant, approfondi, qui nous conduit sur de multiples sujets à coopérer ensemble. Les Tchadiens sont présents au sein de la MINUSMA avec efficacité et détermination. Ils sont présents au sein de la force multinationale mixte, où ils jouent là aussi un rôle extrêmement important. Ils sont présents à la sécurisation de leurs propres frontières, là où des groupes criminels et terroristes peuvent agir. Accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, Bernard Cazeneuve a ensuite visité les installations militaires de la force française Barkhane, dont le QG est basé à N'Djamena. La force Barkhane mobilise près de 4000 hommes dans le Sahel. Bernard Cazeneuve a voulu leur exprimer la gratitude de la France et les militaires ont voulu montrer leur motivation. Et que Barkhane gagne! Enfin, le troisième volet de cette visite était économique. Le Tchad s'appauvrit notamment depuis la chute de la production de pétrole. La France est donc engagée à soutenir le pays financièrement et à appuyer des plans d'aide du FMI ou encore de l'Union européenne. L'une des principales menaces dans la région est Boko Haram. L'insaisissable chef du groupe terroriste nigérian a diffusé une nouvelle vidéo ce jeudi. Abubakar Shekau conteste tout retrait de la forêt de Sambisa, comme l'avait affirmé l'armée nigériane un peu plus tôt dans la semaine. Le chef de Boko Haram a par ailleurs proféré de nouvelles menaces. Au Mali, le mouvement arabe de l'Azawad rentre dans le rang. Le groupe MA a décidé de rallier la plateforme pro-gouvernementale. Il s'agit plus précisément de la branche du MA de la localité de Gossi, située à environ 200 km de Gao. Les insurgés ont rejoint avec armes et bagages la plateforme. Et puis la lecture de leur adhésion s'est déroulée mercredi soir à Gao en présence des chefs politiques et de leur mouvement et des combattants. L'ultimatum des évêques en République démocratique du Congo, l'épiscopat prévient avec ou sans accord, les négociations entre la majorité et l'opposition se clôtureront vendredi. Il n'y aura donc plus de prolongation. Les évêques ont rencontré Joseph Kabila jeudi soir. Pour eux, le président de la République est celui qui détient la solution dans les points de blocage restants, notamment la question d'un poste de Premier ministre de transition. Majorité et opposition doivent se retrouver vendredi matin pour un nouveau round de discussion. C'est une guerre dont on parle peu, celle qui se joue au Mozambique. Les violences entre l'armée et le principal parti d'opposition, la RENAMO, fait de nombreuses victimes. Face aux exactions, les habitants n'ont pas d'autre choix que de fuir dans des camps de fortune. Regardez. Dans le centre du Mozambique, la guerre s'est installée. Plus de 3000 personnes ont trouvé refuge dans des camps montés par les autorités. Elles ont fui les combats entre l'armée et la RENAMO, le principal parti d'opposition. Ce jeune homme est arrivé ici il y a quelques jours avec son père et sa femme. Son oncle a été tué.
Là-bas, c'est la guerre. Nous ne pouvions plus vivre dans nos maisons. Après 17 heures, nous devions partir dormir en forêt. Ce n'était plus possible de rester, donc on a fui. La plupart des déplacés disent fuir les exactions des rebelles de la Renamo. Ce parti s'était opposé au Front de libération du Mozambique lors de la longue guerre civile des années 70 et 80. Et depuis 2013, il a repris les armes pour revendiquer un meilleur partage du pouvoir. Depuis les mois de mai-juin, il y a eu une franche augmentation du nombre de personnes qui fuient à cause des attaques des hommes de la Renamo. Nous avons dû ouvrir 5 camps d'hébergement. Des villages entiers se sont vidés de leurs habitants. En dehors des camps, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge chez des proches. Mais certains déplacés contestent la version officielle du gouvernement qui fait porter toute la responsabilité aux seuls rebelles. Ils accusent l'armée d'être elle aussi coupable de violence. Il arrive que l'armée batte la population. Parce que quand ils arrivent et qu'ils ne trouvent pas la Renamo, alors ils battent les gens et disent « c'est vous, la Renamo », puisque lorsqu'on arrive ici, il n'y a personne d'autre. Donc on a dû partir, nous, la population. Le gouvernement nous a dit « partez d'ici, ça ne va plus ». Donc on est parti. La Renamo, elle, assure que les déplacés n'osent pas dénoncer les militaires car ils craignent pour leur vie. Et elle accuse le gouvernement de vouloir assassiner son leader, Afonso Dhlakama, qui vit retranché dans les montagnes, encerclé par les forces armées. Des pourparlers entre la Renamo et le gouvernement avaient repris fin mai à Maputo. Ils ont été suspendus pour une durée indéterminée. Les relations économiques et commerciales entre l'Éthiopie et la Chine sont au beau fixe. Pékin a même renforcé sa présence au cours des 10 dernières années. Et ce n'est pas un hasard si les entreprises chinoises investissent massivement dans le pays. La main-d'œuvre y est beaucoup moins chère qu'en Chine. Alors comment se passe la cohabitation entre Chinois et Éthiopiens? Voyez ce reportage de Marc de Chalvron. Suspendu entre les immeubles, le nouveau tramway d'Addis Abeba. Inauguré il y a tout juste un an, il fait aujourd'hui la fierté des habitants de la capitale éthiopienne. 475 millions d'euros, construit et financé par des entreprises chinoises. Derrière chaque employé éthiopien se cache un homologue chinois. Direction la salle de contrôle du tramway d'Addis Abeba. Ici, les inscriptions sont en éthiopien aussi bien qu'en chinois. La gestion du tram a été confiée pour 2 ans au métro de Shenzhen, une entreprise chinoise. Et c'est dans un anglais maladroit que les formateurs chinois encadrent les employés éthiopiens. Les Chinois sont de très bons professeurs. Le plus dur, c'est certainement la langue. Oui, c'est la langue. Autrement, vraiment, c'est très bien. Nous venons de plus en plus ici pour aider les Éthiopiens. Ça nous fait penser à notre pays. En fait, l'Éthiopie, ça ressemble à la Chine il y a 50 ans. Depuis 10 ans en Éthiopie, les entreprises chinoises se taillent la part du lion. Dans un pays en pleine croissance, omniprésente sur les grands chantiers, mais pas seulement. Dans tous les aspects de la vie économique. À tel point que sur certains marchés de la capitale, des commerçants éthiopiens ont appris à utiliser la langue de Confucius. Mais pourquoi vous parlez chinois? C'est mon travail. Comme vous le voyez, la Chine voit les choses en grand pour l'Éthiopie. Du fait de la proximité, notamment entre leurs 2 gouvernements, la Chine a été la première à s'installer ici. Les entreprises chinoises entendent maintenant profiter d'un pays en pleine croissance. Et puis avant de se quitter, petit détour par le Rwanda, c'est désormais officiel. La Fédération de football a décidé d'interdire la sorcellerie. Une affaire prise très au sérieux après un incident survenu lors d'un match de championnat entre le Mukura Victory et Rayon Sport. C'est ce geste de Moussa Camara qui a provoqué la colère des joueurs de l'équipe rivale. On y voit l'attaquant du Rayon Sport venir déposer quelque chose dans le but du camp adverse. Pour les Mukura Victory, il s'agit d'un acte de sorcellerie. Et puis après avoir écopé d'un carton jaune, Moussa Camara a inscrit un but de la tête. Alors, pur hasard ou effet de la magie, à vous de juger. Quoi qu'il en soit, la fédération rwandaise va sévir. Les contrevenants s'exposent désormais à des amendes, voire à un déclassement
de leur équipe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci encore de votre fidélité au Journal de l'Afrique. Restez sur France 24, l'information continue. Billet retour, présenté par Pauline Simonet. Décembre 2003, un séisme majeur dévaste la ville de Bam, en Iran. Le tremblement de terre fait plus de 26 000 morts et 30 000 blessés. Une grande partie de la ville est détruite, dont la citadelle, site touristique et archéologique vieux de 2600 ans. Aujourd'hui, la population tente de panser ses blessures et de reconstruire son patrimoine. France 24 est allée à la rencontre des habitants de Bam, qui rêvent toujours du retour des touristes. Billet retour, à regarder sur France 24 et france24.com. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Bruxelles et nous sommes en compagnie d'un guide de luxe, Eric Emmanuel Schmitt, l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Ses romans sont traduits dans 44 langues, ses pièces jouées dans plus de 50 pays. Alors évidemment, dans cette émission, nous reviendrons sur sa carrière. Mais avant, un petit tour au musée de la bande dessinée. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec le compositeur Nicolas Bacri. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com.